Vous recevez à votre consultation la jeune Annabelle, âgée de 16 ans, qui est amenée par sa mère. Donc vous voyez que souvent, les patients consultent amenés par quelqu'un d'autre. Alors la mère, justement, elle vous explique. C'est moi qui ai insisté pour qu'on vienne vous voir, docteur. Comme vous le voyez, ma fille est très jolie, mais elle n'a aucune poitrine. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça, mais moi ça m'étonne, parce qu'à son âge, je faisais déjà un bon essai, et puis ses heures n'ont pas eu du tout ce problème. C'est sûrement dû au fait qu'elle n'a pas ses règles, mais quand même, j'aimerais avoir votre avis. Et oui, il y a des mamans comme ça. Première question. Prise en charge de la patiente et non pas de la maman, même si ça paraît quand même important dans un deuxième temps. Quelles vont être les étapes de votre examen clinique et dans quel but? Là encore, sous-entendu, justifié. Alors, c'est le moment d'être bien organisé dans votre réponse. Les étapes de votre examen clinique, quels vont être leurs buts? Tout d'abord, c'est de confirmer le diagnostic que vous avez déjà suspecté, qui est celui de retard pubertaire. Parce que c'est bien beau d'avoir une maman qui vous dit que sa fille n'a pas de poitrine et pas de règles, ça demande quand même vérification. Donc pour confirmer ce retard pubertaire, on vérifie l'absence de développement mammaire après l'âge de 13 ans, ça pour l'âge c'est le cas. Deuxièmement, on va vérifier la réalité de l'aménorrhée par l'interrogatoire de la fille et pas de la maman. Parce que des fois, il y a certains défauts de communication dans les familles qu'il faut qu'on découvre des choses assez surprenantes. La maman n'est pas forcément au courant de tout ce qui concerne la vie privée de sa fille. Si on le confirme, ce retard pubertaire, eh ben, il va falloir le quantifier. Comment on quantifie un retard pubertaire? Avec les fameux stades de Tanner qui, à mon avis, ne sont pas à connaître par cœur. Dernière étape, rechercher une étiologie à ce retard pubertaire. Et la recherche de l'étiologie, ça passe, comme d'habitude dans un examen clinique, interrogatoire, examen physique. Dans l'interrogatoire, là, vous interrogez la fille et la maman. Savoir à quel âge les gens dans la famille ont eu leur puberté. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et aussi dans la fratrie. Savoir comment s'est déroulée la grossesse, comment s'est déroulé l'accouchement, comment s'est déroulé le développement psychomoteur après la naissance. Là, comme toujours en pédiatrie ou médecine de l'adolescent, regardez la courbe de croissance staturopondérale dans le carnet de santé. Enfin, c'est des questions banales, rechercher les antécédents médico-chirurgicaux et les antécédents psychiatriques chez la patiente et chez les parents. Deuxième partie de votre examen clinique, c'est l'examen physique. Alors là, c'est le poids, la taille, mais surtout le calcul du BMI ou de l'IMC, indice de masse corporelle. C'est l'examen des seins, comme on l'a dit, l'examen des organes génitaux externes. Et enfin, tout signe qui pourrait vous faire pencher vers une étiologie spécifique. On pense notamment aux dysmorphies qui peuvent faire penser au syndrome de Turner chez cette jeune femme. Deuxième question. L'examen n'est pas très riche, hormis la présence d'un léger duvet qui est présent sur tout le corps, et puis y compris le visage, et puis la maigreur de la patiente qui quand même vous frappe. Lorsque vous lui faites remarquer sa maigreur, elle s'étonne. « Moi, mince, mais vous rigolez? J'ai des cuisses comme des poteaux, mes fesses n'en parlons pas. De toute façon, je ne vois pas ce qu'on est venu faire ici. Hein, c'est ma mère tout craché, ça, elle s'inquiète pour rien. » Alors, à partir de cette question, quel diagnostic est-ce que vous évoquez et justifiez? Alors là, tout le monde a pensé à l'anorexie. Mais ceux qui ont répondu juste anorexie ou anorexie mentale, ce qui est déjà mieux, mais c'est quand même hyper incomplet. N'oubliez pas ce pourquoi la mère vous l'amène à la base, c'est le retard pubertaire. Donc là, votre diagnostic complet, c'est retard pubertaire par retard pubertaire égale mécanisme associé, par hypogonadisme hypogonadotrope fonctionnel, dû à effectivement une anorexie mentale. Mais c'est quoi une anorexie mentale? Plus largement, c'est un trouble du comportement alimentaire. Donc vous voyez, 4 choses à préciser pour avoir un diagnostic bien complet. La justification, elle suit ce plan-là. Et c'est là que c'est important d'avoir fait le diagnostic complet, parce que sinon, au niveau de la justification, vous allez louper toute une partie des arguments. Première partie de la justification, le retard pubertaire.
absence de développement mammaire au-delà de 13 ans et l'aménorrhée qui a été confirmée. Deuxième partie, le mécanisme. Ça, la justification, c'est juste que c'est le mécanisme qui est associé au retard pubertaire dû à l'anorexie mentale. Troisième partie, l'anorexie mentale. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? C'est d'abord le terrain. Ça nous paraît évident, mais parfois on l'oublie. Eh bien oui, il s'agit d'une adolescente âgée de 12 à 20 ans. Deuxièmement, évidemment, la maigreur. Troisièmement, le trouble de la perception corporelle. Alors, c'est pas bien clair si on a le droit de parler de dysmorphophobie ou pas dans l'anorexie mentale. Mais pour certains psychiatres, la dysmorphophobie, c'est vraiment associé à la schizophrénie. Donc un terme qui est aussi juste et qui est sans risque, c'est le trouble de la perception corporelle. Ces patientes-là, elles se voient réellement grosses. C'est pas simplement de la manipulation. D'ailleurs, il y a des études qui sont assez marrantes sur les anorexiques mentales. On leur fait passer une embrasure de porte et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'elles les passent comme si elles étaient obèses. Donc elles vont par exemple se faufiler comme ça en se mettant de travers alors qu'elles ont 50 cm de place pour passer. Donc c'est des patientes qui ont vraiment une vision tout à fait déformée de leur propre corps. Un autre élément, c'est bien sûr l'aménorrhée. Il y a le déni du trouble, qui est synonyme d'anosognosie, qui est toujours présent dans l'anorexie mentale, ou en tout cas toujours présent au début. Et peut-être que vous y avez pensé, le lanugo. Qu'est-ce que c'est le lanugo? C'est ce duvet qui est présent à peu près sur tout le corps et sur le visage. Un léger duvet qui est un des signes très précoces de l'anorexie mentale. Il faut savoir y penser. Troisième question, quels arguments cliniques recherchez-vous pour étayer ce diagnostic? Alors, quels sont les arguments qu'on doit rechercher pour justifier le diagnostic d'anorexie mentale? D'abord, tout le monde y pense, la triade des 3A. Anorexie, alors tout en sachant qu'au début de l'anorexie mentale, les patientes, elles ont toujours faim. L'anorexie au sens perte d'appétit, elle met quand même un petit temps à venir. Donc l'anorexie, aménorrhée, ça, on est ok, on l'a. Pensez entre parenthèses quand même à toujours préciser si elle est primaire ou secondaire. Et l'amaigrissement. Attention, petite nuance, amaigrissement n'est pas synonyme de maigreur. L'amaigrissement, ça suppose qu'on a perdu du poids. Et pour remplir les critères DSM de la perte du poids, c'est au moins 25% du poids. Ou alors le refus de maintenir un poids correspondant à un BMI supérieur à 17,5 kg par mètre carré. Donc l'amaigrissement. Une fois qu'on a cette triade, il y a la classique hyperactivité professionnelle et sportive, quasiment toujours présente. Troisième critère, les pensées obsédantes concernant l'alimentation. C'est vraiment là en permanence. Et ça s'accompagne de stratégies de perte ou de contrôle de poids. Qu'est-ce que c'est ces stratégies? Et parfois, ça va vraiment très très loin. C'est les conduites de purge. Les conduites de purge, c'est les vomissements, c'est les laxatifs, c'est les diurétiques. C'est aussi l'utilisation d'hormones thyroïdiennes ou d'autres anorexigènes. Qu'est-ce que ça peut être également? C'est toutes les conduites restrictives. Alors quand on parle de restriction, ça peut être à la fois qualitatif. Qualitatif, c'est le tri alimentaire. Évidemment, elles éliminent tous les féculents et toutes les graisses et elles gardent en gros les crudités, les légumes verts. Mais la restriction, c'est aussi bien sûr quantitatif. Elle diminue petit à petit les portions. Ça passe aussi par le comptage des calories. Et ça, vous pouvez compter sur elles, c'est des vrais Vidal des calories. Elles peuvent souvent vous dire, à une précision très importante, combien de calories il y a dans tel ou tel aliment. Alors, il va falloir rechercher, ça c'est pour préciser le type d'anorexie mentale, les conduites restrictives, on les a dit, mais aussi des crises de boulimie. Ces crises, ces moments où elles ne se contrôlent plus, elles se jettent sur la nourriture, n'importe quelle nourriture, elles engloutissent, elles engloutissent, elles engloutissent. Crise suivie d'un grand sentiment de honte et de culpabilité, et qui souvent sont suivies de vomissements provoqués.
Donc recherchez ces crises de boulimie. Alors il y a d'autres signes qu'il faut rechercher, des troubles du comportement, souvent associés, des vols, de la potomanie, du stockage alimentaire, etc., etc. Dernière chose à rechercher, c'est les signes de dénutrition. Alors là, vous pouviez mettre un peu ce que vous voulez. Quelques exemples comme ça au passage. C'est le syndrome de Raynaud, les œdèmes, l'hypotension, le mauvais état bucco-dentaire, etc., etc. Si vous en mettiez au moins un, vous aviez les points. Quatrième question. Un ou des examens complémentaires vous semble-t-il nécessaire? Si oui, le ou lesquels et dans quel but? Alors évidemment, examen complémentaire. Là encore, n'oubliez pas pourquoi elle est venue vous consulter à la base, parce que ce serait une erreur de faire simplement un bilan de l'anorexie mentale, tout en sachant que, comme d'habitude, un diagnostic psychiatrique, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, recherchez des diagnostics différentiels qui peuvent causer un retard pubertaire. C'est bien d'y penser à l'anorexie mentale, mais toutes les jeunes femmes un peu maigres ne sont pas anorexiques, fort heureusement. Donc, bilan du retard pubertaire. Ça passe par l'âge osseux. Alors, l'âge osseux, c'est la radio de face et de profil du poignet gauche. À quoi ça sert en gros? À évaluer la maturation globale de l'organisme, en vous rappelant que l'apparition de l'os sésamoïde du pouce, ça signe le début de la puberté. On va faire aussi une échographie pelvienne et un bilan hormonal. FSH-LH, ça vous confirme l'hypogonadisme hypogonadotrope. Les stéroïdes sexuels, testostéronémie, œstradiolémie, qui confirment l'hypogonadisme. Et enfin, la prolactinémie. Petite remarque, le test de stimulation de la fonction gonadotrope, l'IRM et le cariotype, ce n'est pas systématique. Le test de stimulation de la fonction gonadotrope et l'IRM, ça se fait en cas d'hypogonadisme hypogonadotrope, alors que le cariotype, ça se fait en cas d'hypogonadisme hypergonadotrope, à la recherche en particulier du syndrome de Turner. Alors, après, on passe au bilan de l'anorexie mentale. Et alors là, vous pouvez y aller sur vos examens biologiques. En gros, vous cherchez des hypos. Hyponatrémie, hypokaliémie, hypophosphatémie, hypocalcémie, hypochlorémie, hypoglycémie, etc., etc. Un peu rébarbatif, mais il faut quand même tous les mettre. Vous pouvez faire aussi un bilan hépatique à la recherche de signes de dénutrition que peuvent être la cytolyse et la cholestase. Le bilan thyroïdien, y pensez aussi. Il va vous montrer le fameux syndrome de T3 basse. La T3 est basse alors que la TSH et la T4 vont être normales. Alors là, vous l'avez sûrement écrit en gros sur votre brouillon, mais aménorrhée secondaire, bêta-HCG. La première cause quand même d'aménorrhée secondaire, c'est la grossesse. Y pensez chez cette jeune patiente qui probablement n'aura pas dit à sa maman très protectrice qu'elle a eu des relations sexuelles. Autre examen, on passe à la morphologie, c'est l'ECG. Qu'est-ce qu'il cherche? Les signes de perturbation du ionogramme, en particulier des signes d'hypokaliémie que vous connaissez par cœur, j'en suis sûre. L'ostéodensitométrie, à la recherche d'une déminéralisation osseuse, et pas toujours, mais quand même souvent, l'impédancemétrie, qui donne une idée de la composition corporelle. Cinquième question. Malgré vos conseils, Annabelle refuse tout ce que vous lui proposez, disant qu'elle ne comprend pas pourquoi tout le monde est sur son dos et qu'elle est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire. Du coup, vous la perdez de vue, comme souvent, et un an plus tard, vous la revoyez aux urgences amenée par les pompiers suite à une tentative de suicide par IMV, intoxication médicamenteuse volontaire, qui a eu lieu quelques heures plus tôt au domicile. Vous êtes, là encore, frappé par sa maigreur qui vous semble encore plus importante que la dernière fois. De façon générale, comment est-ce que vous évaluez le risque suicidaire chez vos patients? Là encore, conférence de consensus à connaître absolument. L'évaluation du risque suicidaire, le moyen mnémotechnique que vous connaissez sûrement, c'est RUD. R-U-D. R, c'est le risque. Alors, le risque, il se décline en différents types de facteurs de risque. Les primaires, les secondaires, les tertiaires.
Petit rappel, les facteurs de risque primaires, c'est les antécédents psychiatriques, personnels et familiaux. À peu près toutes les pathologies psychiatriques peuvent se compliquer de passage à l'acte suicidaire. Mais en particulier la dépression, ça tout le monde y pense, mais aussi la schizophrénie et aussi beaucoup les addictions, en particulier l'alcool, et les troubles de la personnalité. Les antécédents familiaux et personnels de TS, une TS, ça multiplie le risque d'en refaire, ça c'est sûr. Les antécédents familiaux de suicide, puisque les antécédents personnels de suicide, c'est pas tellement possible. La dimension impulsive, à toujours rechercher chez vos patients, et puis aussi la communication à autrui d'une intention suicidaire. Toujours prendre au sérieux quelqu'un qui a parlé à une autre personne de se suicider. Les facteurs de risque secondaires. Pourquoi secondaires? Parce que le risque est un peu moindre avec eux, mais malheureusement, on peut moins agir dessus que sur les facteurs de risque primaires. Ces facteurs de risque, c'est les facteurs négatifs de vie, par exemple la perte parentale précoce, c'est l'isolement social, l'isolement professionnel, le chômage, voilà, à peu près. Enfin, les facteurs de risque tertiaires, ça c'est des facteurs sur lesquels vous n'avez aucune emprise. C'est le sexe, c'est l'âge. Donc l'âge c'est quoi? C'est les 15-24 ans ou les plus de 75. Les personnes âgées se suicident et ne se ratent pas, souvenez-vous-en. Et la période de l'année. Ça c'est pour le risque. Après, on passe au U de rude. Le U, c'est l'urgence. L'urgence, c'est quand le sujet n'a pas d'autre alternative, en tout cas n'en envisage pas au suicide pour régler ses problèmes, et aussi quand il a un scénario. À partir du moment où il a un scénario, le risque de passage à l'acte s'élève. Dernière lettre, le D de rude, D comme dangerosité. La dangerosité, c'est la dangerosité létale du moyen. Évidemment, les moyens les plus létaux, c'est la pendaison, les armes à feu, se jeter sous une voiture, plus à risque quand même que l'intoxication médicamenteuse volontaire. Et l'accessibilité. C'est évidemment pas la même chose. Un boucher qui programme de se tuer en se plantant un couteau dans le ventre que quelqu'un qui vous dit qu'il va se mettre une balle mais qui n'a aucune idée de comment on se procure un pistolet. Voilà. Donc l'accessibilité aussi. Là, vous avez votre évaluation du risque suicidaire de façon générale. 6e question. Votre externe, qui est visiblement très intéressé par le cas d'Annabelle, vous demande si vous allez l'hospitaliser ou si elle va rentrer chez elle comme la dernière fois. Quels critères devez-vous rechercher en faveur d'une hospitalisation en urgence chez cette patiente? Parce que là, il s'agit bien de l'hospitaliser en urgence. Alors, pour cette question, je me suis inspirée, ou plutôt j'ai carrément recopié, la revue du praticien de janvier 2008 avec les indications à hospitaliser un ou une patiente anorexique mentale en urgence. Il y a 2 types d'indications. Les indications somatiques, qui sont les plus nombreuses, et les indications psychiatriques. Les indications psychiatriques, comme ça on en est débarrassé, c'est en gros la crise suicidaire ou la situation de crise familiale. Parce que souvent les relations familiales sont extrêmement tendues quand il y a un membre de la famille qui souffre d'anorexie mentale. Après les indications somatiques, là encore elles se déclinent en 2 parties, les indications cliniques, les indications paracliniques. Alors, elles ne sont pas à connaître par cœur, mais quand même il faut en connaître suffisamment. Les indications cliniques, c'est un BMI inférieur à 14 kg par mètre carré, ou l'amaigrissement très rapide avec une perte de poids de plus de 30% du poids du corps. Ça peut être l'aphasie totale, les troubles de la conscience, l'épuisement physique majeur. Ça peut être l'hypotension avec une tension inférieure à 9,5 par exemple, une bradycardie inférieure à 50 battements par minute, une hypothermie inférieure à 36 degrés. Voilà à peu près. Après, pour la partie indication biologique à hospitaliser en urgence, vous lirez les critères, mais
les plus importants à retenir, c'est quand même l'hypokaliémie inférieure à 2,5 mmol par litre, l'hyponatrémie inférieure à 125 mmol par litre et l'hypophosphorémie inférieure à 0,5 mmol par litre. Voilà pour le dossier 3.